Bonjour à toutes et à tous. Alors effectivement, l'intitulé c'était toxidermie et c'est vrai que j'avais pas bien regardé le programme, donc j'avais prévu quelques diapos sur le DRESS, mais c'est pas grave. Je vais surtout me pencher sur l'autre toxidermie grave qui est le syndrome de l'aïeul. Alors je n'ai pas de conflit d'intérêt. Alors pourquoi est-ce que c'est grave d'avoir une toxidermie grave? Eh bien, parce que la peau, c'est un organe vital, d'accord? Et quand la peau dysfonctionne, ça aboutit à ce qu'on peut appeler une défaillance cutanée, qui est un petit peu la 7e défaillance d'organe, la plus méconnue probablement des réanimateurs, hors réanimateurs de centres de brûlés. Alors, il y a des éléments descriptifs très simples qui ont fait suspecter cette notion de défaillance cutanée aiguë. Par exemple, vous voyez, dans les années 50, chez des enfants qui étaient brûlés, eh bien, une relation avait été établie entre la surface cutanée brûlée, que vous avez ici en abscisse, et puis la mortalité de ces enfants en ordonnée. Donc, le message qui a été tiré de cette relation, c'est que eh bien, plus la peau est abîmée, plus la mortalité est grande, donc plus la défaillance cutanée est sévère, plus le risque de décès est important. Et donc, c'est cette relation entre surface cutanée atteinte et pronostic qui est à l'origine de la classification de la nécrolyse épidermique toxique en 3 stades. Moins de 10% de décollement cutané, on parle de syndrome de Stevens-Johnson. Plus de 30%, on parle de syndrome de l'aïeul. Et entre 10 et 30%, on parle de syndrome de chevauchement. Mais au fond, c'est la même maladie. Alors, on l'a dit, la défaillance cutanée a des conséquences importantes qui sont de 4 ordres. La première conséquence, elle est d'ordre hémodynamique, puisqu'une peau qui est malade, elle est rouge, elle est érythrodermique, et ça reflète une vasodilatation des vaisseaux de la peau qui est associée à une élévation du débit sanguin cutané, qui peut être majeure, puisque physiologiquement, on a à peu près 20% du débit cardiaque qui passe dans la peau. Là, chez vous et moi, en ce moment, on doit avoir 1 litre minute à peu près de débit de perfusion cutanée. Mais lorsqu'on est érythrodermique, rouge de la tête aux pieds, eh bien, cette perfusion cutanée est augmentée par un facteur 5 ou 10. Et donc ça a des conséquences hémodynamiques majeures. Ça entraîne une augmentation réactionnelle du débit cardiaque qui peut avoir des conséquences importantes. La deuxième conséquence de cette défaillance cutanée, ce sont les troubles hydroélectrolytiques. La peau qui est lésée, qui est vasodilatée, va entraîner une augmentation importante des pertes liquidiennes. Et encore une fois, chez vous et moi, en situation, on va dire, normale, on a des pertes cutanées dites insensibles qui sont de l'ordre de 500 ml par jour à maximum 2 litres quand il fait très chaud en été et qu'on transpire beaucoup. Un patient qui a une peau qui n'est plus fonctionnelle, il pourra perdre jusqu'à 5 litres, voire 10 litres, parfois même plus, de liquide par jour. Et donc ça va avoir des conséquences immédiates, majeures sur l'homéostasie, et il faudra corriger ces pertes liquidiennes. Alors bien entendu, l'eau qui est perdue au niveau de la peau, elle entraîne avec elle aussi un certain nombre d'électrolytes, et donc il faudra corriger des troubles métaboliques, dysnatrémie, dyskaliémie, etc. Troisième conséquence de la défaillance cutanée aiguë, ce sont les infections, pour 2 raisons. Déjà, de façon très simple, il y a une perte de la fonction barrière de la peau, donc les germes qui vont coloniser la peau pourront passer dans la circulation sanguine. Et puis, il y a également une immunodépression dite post-agressive qui va favoriser encore plus le risque infectieux. Et puis, 4e conséquence de cette défaillance cutanée, ce sont des troubles de la thermorégulation. Pourquoi? Parce que quand on n'a plus de peau, on perd de la chaleur de façon complètement dérégulée par radiation et puis aussi par convection. Il faut imaginer que dans chaque millilitre d'eau qui s'évapore, il y a des calories, il y a toute la chaleur de la goutte d'eau en quelque sorte que vous perdez.
il y a des estimations qui sont certainement fausses, mais qui donnent un ordre de grandeur, qui sont que chaque millilitre d'eau perdue au niveau de la peau emporte 0,6 kcal. Comme ça ne veut rien dire. Et si on considère qu'on perd 1 litre, ça veut dire qu'on perd 600 kcal. Et un sujet qui perd 10 litres peut perdre jusqu'à 6000 kcal par jour. Donc vous voyez, ça peut être majeur en termes de perte de chaleur. Et il va s'associer à ces pertes caloriques au niveau de la peau une augmentation réactionnelle du métabolisme pour produire de la chaleur. C'est comme si vous aviez une chaudière complètement dérégulée qui tourne à fond en permanence parce qu'elle veut atteindre une certaine température à maintenir dans la maison. Les fenêtres sont ouvertes, ça c'est la peau qui est cassée. Et donc, pour que cette chaudière puisse tourner, il va falloir mettre de l'énergie, du charbon dedans. Et ça, c'est les calories que vous brûlez, avec des conséquences nutritionnelles au bout de quelques semaines chez ces patients qui ont une durée de séjour en réanimation très prolongée. Et donc, pour lutter contre ce problème de thermorégulation, il va falloir augmenter la température dans l'environnement, c'est-à-dire dans la pièce, dans la chambre de réanimation. Alors, si on arrive au vif du sujet, le Stevens-Johnson ou l'aïeul, bon, c'est une maladie rare, 1 à 2 cas par million d'habitants par an, donc en France, 100 à 120 cas par an, c'est une maladie rare. C'est une toxidermie, donc une maladie qui a une cause médicamenteuse dans plus de 70% des cas. Il y a des raretés, comme le mycoplasme ou l'infection à herpès virus, qui peuvent donner des tableaux de l'aïeul, mais c'est assez exceptionnel. Le délai est plus court que le DRESS. Vincent Descamps vous a dit le DRESS, c'est 3 mois, 3 semaines à 3 mois. Là, on est dans les 7 à 21 jours ou 4 à 28 jours après l'exposition aux médicaments, donc ça peut être un tableau assez brutal. On a parlé de la classification en fonction de la surface cutanée. Ce truc, décidément, marche assez mal. La physiopathologie, je ne vais pas insister, c'est une réaction immune cytotoxique dirigée contre les kératinocytes qui sont les cellules de l'épiderme. C'est des lymphocytes et lymphocytes CD8 qui sont activés par le médicament et qui vont attaquer et détruire les kératinocytes de la peau. Et donc pour faire le diagnostic d'un point de vue histologique, c'est très simple. On fait une biopsie et le signe que doit vous donner l'anatomopathologie, c'est une nécrose de l'épiderme. Donc vraiment la couche superficielle de la peau, sachant que la lame basale, qui est la lame à partir de laquelle vont se régénérer les cellules de l'épiderme, est intacte. Et ça, c'est très important parce que l'intégrité de la lame basale fait que ça va repousser. C'est juste une question de temps. Donc ça correspond à peu près à une brûlure du 2e degré superficiel. Et chose importante, l'immunofluorescence directe est négative. Ça, c'est pour faire le diagnostic différentiel avec ce qu'on appelle les dermatoses bulleuses auto-immunes, qui sont des maladies où des anticorps vont entraîner ce décollement de l'épiderme. La présentation clinique est assez caricaturale, stéréotypée. Ça commence par un gros rhume, syndrome pseudogrippal, de la fièvre, une rhinoconjonctivite, mais qui a d'emblée la particularité d'être douloureuse. Il y a des douleurs oculaires, des douleurs au niveau de la muqueuse pharyngée qui distinguent le l'aïeul débutant d'une vulgaire virose. Et puis 48 heures après ce tableau ORL cogné, apparaissent les signes cutanés, généralement qui débutent au niveau du tronc et de la racine du membre, et qui vont s'étendre de façon centrifuge, avec un signe assez typique qui est le signe de Nikolsky, qui est le fait que quand vous passez le doigt sur la peau se décolle. Alors voilà un premier aspect assez typique. Vous voyez qu'il y a des endroits où la peau est décollée, comme en bas à gauche, et en haut à gauche, il y a une bulle, une phlyctène tendue qui va bientôt se décoller. Mais c'est une bulle tendue. Ici, c'est un aspect qu'on appelle en linge mouillé, absolument caractéristique. À part la peau ébouillantée, il n'y a que le l'aïeul qui donne cette maladie. Et puis, chose importante dans le l'aïeul, au-delà de l'atteinte cutanée, on recherchera une atteinte muqueuse qui est présente dans 90% des cas. Toutes les muqueuses peuvent être atteintes. La maladie se réépithélialise en 3 semaines et la plupart des patients auront des séquelles esthétiques, séquelles fonctionnelles, oculaires, muqueuses, respiratoires. C'est une maladie assez terrible. Un exemple, un jeune homme à qui on prescrit du Bactrim. Quelques jours après, il a un exanthème qui apparaît, puis la peau décolle, il est admis en réanimation. Vous voyez qu'il est décollé à 30%. Voilà, une semaine plus tard, un aspect un peu plus purpurique. C'est un l'aïeul au cotrimoxazole.
une histoire terrible d'une femme d'une cinquantaine d'années qui reçoit un traitement par Tarceva pour un cancer après plusieurs lignes. Rapidement, elle a un tableau cutané avec une extension du décollement très rapide. Et vous voyez, elle arrive chez nous, elle est décollée à 100%. C'est la déférence cutanée aiguë dans sa forme la plus sévère et elle va décéder en 24 heures. Les principes de prise en charge du LAIEL, grosso modo, 25% des patients seront des patients graves de réanimation, intubés, ventilés, en état de choc. Les principes de traitement vont être évidemment d'arrêter le médicament inducteur, c'est la première chose à faire, et de corriger les conséquences dont on a parlé de la défaillance cutanée aiguë. Grosso modo, pour faire simple, ce qu'il faut faire, on vient de le dire, arrêter le médicament coupable, traiter et prévenir les troubles métaboliques, la déshydratation, donc on va apporter des fluides pour compenser les pertes, prévenir les infections, je vais y revenir, les infirmières ont un rôle important là-dessus, chauffer la pièce entre 28 et 32 degrés pour limiter le risque d'hypothermie, et effectuer des soins locaux par une équipe paramédicale entraînée qui pourra réduire le risque infectieux, prévenir les séquelles muqueuses. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est débrider la peau de façon agressive, puisqu'on va enlever tous les kératinocytes qui repoussent à mesure qu'ils repoussent, donner des corticoïdes, ça augmente le risque infectieux chez ces patients, donner systématiquement des antibiotiques. Ils ont certains risques infectieux accrus, mais il n'y a aucune raison de faire de l'antibioprophylaxie. Et il faut nourrir ces malades, donc le plus tôt possible, mettre une sonde gastrique et débuter de la nutrition entérale. Malheureusement, à ce jour, aucun traitement spécifique n'a prouvé son efficacité. Il y a eu des études observationnelles sur les corticoïdes, les immunoglobulines intraveineuses, la cyclosporine. Aucun niveau de preuve sérieux. Il y a eu un essai randomisé contrôlé avec le thalidomide qui a entraîné une surmortalité dans le groupe interventionnel, malheureusement. Donc les soins infirmiers au cours du LAIEL, leur objectif sera, 1, de prévenir l'hypothermie, on en a parlé, prévenir et dépister les infections. Pour ce faire, on réalise des cartes bactériennes cutanées pour monitorer la colonisation bactérienne cutanée au fil du temps. Une toilette à la chlorhexidine, on va en parler. Une gestion attentive des abords vasculaires. Le patient sous ventilation mécanique nécessitera des soins des muqueuses particuliers. Et la prévention des séquelles muqueuses, en particulier oculaires, vaginales, est un élément crucial pour réduire le risque de gêne fonctionnelle à long terme. Et bien sûr, l'infirmière a un rôle clé pour assurer le confort de ces malades qui sont souvent extrêmement douloureux. Comment réalise-t-on les soins cutanés? Tout d'abord, c'est des patients qu'on met dans un environnement d'isolement protecteur pour éviter d'apporter des germes sur leur peau. On fait une toilette au savon doux par 24 heures, et une toilette et un soin à la chlorhexidine par 24 heures. Donc on alterne toilette et soin en fait en 12 heures, 12 heures. Le soin à la chlorhexidine, on va pulvériser sur la peau une solution de chlorhexidine diluée. Le but, c'est de diminuer l'inoculum bactérien. On laisse la peau décoller en place, puisque c'est le meilleur des pansements. Ça va protéger la lame basale. Quand la peau lésée s'indure et peut devenir traumatique, on la découpe délicatement au ciseau. Et quand il y a des bulles tendues, comme on a vu sur l'une des premières photos, eh bien, il faut les percer avec une pointe de bistouri pour que le liquide de la bulle s'évacue et que la flictène puisse revenir coller sur le plancher de l'épiderme. Il y a des complications infectieuses, je vais accélérer, qui sont à l'origine de la plupart des décès. Ça provient de la colonisation bactérienne cutanée. Et donc, ces patients font beaucoup d'hémoculture, ont beaucoup d'hémoculture positive. À peu près la moitié des patients qui ont plus de 30% de décollement cutané auront une hémoculture positive. Dans 50% des cas, ces hémocultures sont polymicrobiennes. Voilà, ça c'est pour vous montrer qu'on a plus de chances d'être bactériémique quand on a plus de 30% de décollement. Et donc, on essaye d'anticiper le résultat de ces hémocultures en faisant des cartes bactériennes cutanées qu'on fait tous les 2-3 jours. Donc, bien sûr, avant le nurse sous la toilette, avant de nettoyer la peau, on applique des boîtes de pétri à différentes zones qu'on envoie en bactériologie et comme ça, on peut monitorer la colonisation de la peau par différentes bactéries. Et lorsqu'on décidera d'initier une antibiothérapie, parce que le patient est en état de choc, parce qu'il va mal, eh bien on devra couvrir les germes qu'on a documentés sur cette carte bactérienne cutanée. Il y a des atteintes respiratoires, et là je vais être pris par le temps, puisque le LAIEL
je vous l'ai dit, entraîne des atteintes muqueuses, et donc notamment la muqueuse trachéobronchique peut être atteinte. Grosso modo, chez les laïeuls qui sont intubés ventilés, c'est à peu près 25% de l'ensemble des laïeuls, quand on leur fait des endoscopies bronchiques que nous on réalise à peu près systématiquement, eh bien dans 40% des cas, on tombe sur une atteinte trachéobronchique systématique qui est spécifique, qui est potentiellement un problème puisqu'elle va pouvoir entraîner des troubles de ventilation, donc des atélectasies, qui peuvent être responsables de désaturation brutale. Voilà, pour conclure, le laïeul est l'une des 2 toxidermies les plus sévères, l'autre étant le DRESS dont Vincent Descamps vous a parlé tout à l'heure. Je pense qu'il faut en avoir entendu parler, et en tant qu'infirmier, infirmière, vous devez être au courant de l'existence de cette allergie cutanée qui est dramatique, et un patient qui a la peau qui décolle après l'introduction d'un médicament, c'est très probablement un laïeul. Le premier réflexe, c'est d'arrêter le médicament imputable. Ça paraît facile comme ça, mais parfois il faut se donner un petit peu plus de mal. On a eu des laïeuls chez des anuriques, des dialysés chroniques. Bon, bah, évidemment, il faut probablement épurer le médicament parce que tant que le patient étant responsable, est en contact avec le médicament, la maladie ne pourra pas, le cercle physiopathologique là, ne pourra pas se résoudre tout seul. La prise en charge de ces patients est multidisciplinaire et le rôle de l'infirmier ou de l'infirmière est absolument fondamental, à la fois pour réaliser des soins cutanés de bonne qualité, notamment les soins muqueux. Le pronostic, notamment oculaire, dépend vraiment de la bonne qualité des soins qui sont réalisés. Et puis, je crois aussi que l'infirmière a un rôle central chez ces patients qui ont une maladie très traumatisante pour assurer le confort des patients, les informer et également accueillir les familles qui sont extrêmement choquées par ces patients. Voilà. Excusez-moi pour le dépassement. Je vous remercie. Merci beaucoup.